Je travaille aujourd'hui au GIP FCIP, au département du CAFOC. Alors en une seule phrase, vous avez 3 sigles. Groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle, GIP FCIP, et le CAFOC, Centre académique à la formation continue. Et le réseau des GRETA, c'est aussi 3 autres GRETA, TPC, tertiaire, M2S, métier de la santé et du social, et le GRETA CDMA, qu'on a évoqué tout à l'heure, création, design et métiers d'art. Mon poste actuel me permet de naviguer de GRETA en GRETA, de voir des pratiques très différenciées, de voir différents métiers, les différents formateurs. Et à ce titre-là, je suis ravie de vous rencontrer ce matin. Alors ça, c'était pour ces quelques mots d'introduction. L'individualisation, je vais vous demander quel est le point commun entre ces différentes situations qui vous évoquent peut-être des choses très réelles. Imaginons Madame Drouard et Monsieur Darlu qui suivent la même formation au logiciel Photoshop. Ça, c'est une vraie situation au Greta CDM. Et Madame Drouard réalise la formation à distance, de chez elle ou de son entreprise, avec un tuteur qui la suit, tandis que Monsieur Darlu préfère venir au Greta en présence du formateur. Deuxième situation, en centre de ressources ou en pôle ressources, M. Da Silva apprend à réaliser un publipostage sous Word, tandis que dans le même temps, Mme Thomas prépare son rapport de stage et que M. Chen s'entraîne à accorder le participe passé avec le verbe avoir et d'autres situations. Troisième situation, M. Rabi a validé 3 unités, 3 épreuves, 3 blocs de compétences, dirions-nous maintenant, de son diplôme bac professionnel secrétariat et veut se former pour valider les 4 unités restantes. Dernière situation, Mademoiselle Diouf réalise un CAP fonderie en apprentissage. Alors ça ne peut pas être en Greta si c'est en apprentissage. Vous pouvez transposer, un CAP horlogerie, en contrat de professionnalisation par exemple. Les apprentissages professionnels se déroulent en atelier et le formateur propose des travaux personnalisés, aide chacun selon ses demandes. Le point commun, vous me voyez venir, de ces 4 situations, c'est bien entendu que toutes les 4 relèvent de ce qu'on peut appeler l'individualisation. Alors on voit bien pourtant que ce sont des situations assez diverses. Alors qu'est-ce que l'individualisation? De quoi parle-t-on? Là je me suis demandé à ce moment-là, vous voyez, est-ce que je vous faisais un topo des définitions, du dictionnaire, de la conférence de consensus? Et je préfère vous mettre en situation pour vous faire pratiquer les postures d'une démarche d'individualisation. Alors pour ça, j'espère qu'on va avoir du son. Si j'ai pas de son, à qui je demande à l'aide, parce qu'il me faut du son. Je vais vous faire entendre un extrait musical. C'est du Mozart, c'est un extrait de La Clémence de Titus. Vous avez ici le texte que nous allons entendre, A gratie sirendano, c'est la première phrase. C'est chanté par un chœur. Et je vais vous demander toute votre attention pour repérer quelle mélodie chante le chœur. Quelle mélodie chante le chœur? Donc vous allez avoir quelques secondes de musique un peu off, ça démarre à la 37e seconde, ça dure 2 secondes à peine. A grazie sirendado, mais quelle mélodie chante le chœur? Première écoute. C'était rapide, hein? On n'a pas eu le temps, hein? Je vous le remets. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà quelques éléments de mélodie que chante le chœur? C'est pas la Marseillaise, non. Ah non, non, non. Une troisième écoute. Alors, vous avez peut-être... C'est la mélodie de Mozart, hein, c'est pas une mélodie connue de toute façon, enfin connue, c'est la mélodie de Mozart. Si je vous demandais là de rechanter cette mélodie, vous auriez peut-être quelques hésitations, alors peut-être que vous chanteriez, peut-être que vous reconnaîtriez quelque chose, alors j'ouvre un autre fichier pour nous permettre de bien écouter cette mélodie. Vous avez peut-être entendu ça, vous allez me dire si c'était ça que vous avez entendu. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez entendu?
Je mets un peu plus fort. Je vois quelques acquiescements. Ça ressemblerait à ce qu'on a pu entendre là maintenant, tout de suite. Certains vont dire, oui, effectivement, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Le problème, c'est que vous avez aussi entendu ça. Ah bon, il y avait ça? Ah oui. Puis il y avait aussi ça. Ah oui. Et il y avait même une quatrième mélodie qui n'a rien à voir avec les autres encore. Dans le même temps, chaque partie du chœur avait sa mélodie, ses notes, chantées tous en même temps. Et notre oreille, elle a surtout entendu ça. Pardon, ça. Alors quand, en tant que formateur, on me pose des questions sur comment fonctionne le groupe, ça va les stagiaires, en général? Est-ce que je n'ai pas moi non plus des biais de perception, des choses où j'entends surtout les voix aiguës féminines et j'entends beaucoup moins la mélodie des autres, les notes des autres, voire le rythme différencié des autres. Certains sons ne chantent pas en même temps. Je mets en même temps les voix aiguës et les voix d'hommes. Et vous allez remarquer qu'il y a même une différence de rythme. Pam, 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 pam. Et on n'a jamais entendu le pam, pam si on n'est pas attentif. Individualisation, c'est être attentif. Pas que à ce qui émerge à notre oreille ou à notre vision ou à nos affinités. Oui, nous avons des affinités avec les stagiaires, moi la première, hein, j'en suis consciente. Mais comment je ne me laisse pas envahir par ces affinités, me faire trop contaminer par cette logique de groupe, pour aller chercher un petit peu plus loin, pour me rapprocher de la voix des uns et des autres, pour me rapprocher du rythme des uns et des autres, et pour pouvoir individualiser, c'est-à-dire d'abord, avant la mise en œuvre de techniques, on va l'évoquer, mais avant la mise en œuvre de techniques, être attentif, être attentive à ce que racontent, à ce que les gens, à la mélodie vraiment de chacun. Alors, ça c'est la métaphore musicale, hein, en termes de notes et de rythme, et on va tout de suite la transposer en termes de besoins en formation. Alors nous quittons Mozart, vous m'envoyez Fort Marie, mais pour revenir à nos questions d'individualisation. Être attentif donc à quoi? Aux besoins. Alors deux catégories de besoins que je vous propose, hein, une typologie, les besoins dits de formation et des besoins en formation. Ouh là là, quelle subtilité sémantique. Les besoins de formation, ça renvoie à qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Moi, adulte, j'arrive avec peut-être des acquis différents et je n'ai pas forcément besoin des mêmes choses que mon voisin. Les besoins en formation, ça va être comment j'apprends. On a entendu tout à l'heure les questions de mode d'apprentissage, de façon d'apprendre différentes. Eh bien, c'est cela à quoi on va s'intéresser quand on va individualiser. On va individualiser d'un côté les parcours de formation. Patrice tout à l'heure nous a parlé du CPF, du compte personnel de formation, l'un des outils réglementaires pour individualiser les parcours. Et on va pouvoir individualiser, bien entendu, alors ça, certains d'entre vous sont peut-être très familiers de ce deuxième point, en particulier, les apprentissages, parce que là, on va rejoindre des thématiques qui rejoignent la problématique d'enseignant à l'initiale aussi, hein, quand on individualise les apprentissages. Alors je reviens à mes 4 exemples du début, qui relevaient de ça. Individualiser les parcours, eh bien c'est par exemple Monsieur Da Silva qui n'apprend pas les mêmes choses que Madame Thomas, qui n'apprend pas les mêmes choses que Monsieur Chen dans le même temps de formation. Comment des objectifs différents peuvent être menés dans un même temps de formation. Un autre exemple
d'individualisation de parcours, c'était cet exemple hein, de Monsieur Rabi qui valide 3 unités, l'année N par exemple, et qui va compléter sa validation par les 4 unités restantes. Les exemples relevant l'individualisation des apprentissages, eh bien, c'était ce formateur qui propose des travaux personnalisés, aide chacun selon ses demandes. Je n'ai pas forcément les mêmes besoins pour apprendre. Et c'était ce 4e exemple d'une même formation, mêmes objectifs, l'un à distance, l'autre en présentiel. Comment le Greta, comment nous, formateurs, sommes aidants, sommes au service de tout ce panel. Alors on a entendu vos témoignages très très intéressants hein, sur la mise en œuvre des tableaux de bord, la modularisation du CAP horlogerie qui relève très très clairement de cette individualisation des parcours, ici par exemple, et de l'autre côté, comment j'apprends, comment je diversification, comment je personnalisation du jargon pédagogique que vous connaissez peut-être, pour permettre aux uns et aux autres d'apprendre comme ils le veulent. Alors une dernière, avant-dernière, j'ai oublié ce petit point, un outil dont on a parlé aussi, qu'on a évoqué au Greta, c'est le pôle ressources, qui est un outil au service des deux besoins, des deux types de besoins. Le pôle ressources, on en parlera dans la table ronde, je ne m'étends pas dessus, mais qui va permettre d'individualiser les parcours. Chacun va pouvoir mener des objectifs personnalisés et aussi des modes d'apprentissage, avec l'aide des ressources numériques de la plateforme Igreta. Alors le panel d'individualisation, je vous propose pour terminer les 13 composantes proposées par des auteurs québécois qui ont réfléchi sur l'individualisation. Qu'est-ce qu'on peut individualiser dans une formation? Eh bien, au niveau des parcours, on peut individualiser la durée. Un stagiaire ne va pas avoir le même temps de formation que son voisin. On peut individualiser l'accès. Un stagiaire ne va pas entrer et sortir au même moment que son voisin. On peut individualiser le cheminement. Monsieur Laine, à l'instant, parlait de pourquoi pas voir. Alors, je ne saurais pas redire les exemples, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste mécanicienne mécanique, hein, mais tel contenu pédagogique avant tel autre, et puis pourquoi pas le voisin fait l'inverse. On va individualiser les objectifs. Si j'ai déjà des acquis, je ne vais pas réapprendre ce que je sais déjà. On va peut-être individualiser les contenus en termes de niveau de maîtrise. Les uns et les autres peuvent avoir des besoins différents. Et on va pouvoir individualiser, vous l'avez évoqué, les évaluations, au niveau bien entendu de l'attestation d'acquis, mais aussi parfois en termes de modalités d'évaluation, notamment les évaluations formatives, les évaluations en cours d'apprentissage, le nombre, les modalités, etc. Ça, c'est les composantes, je dirais, de l'individualisation des parcours. Pour individualiser les apprentissages, on peut jouer sur les lieux d'apprentissage. Je vais être en salle de formation, et ou en pôle ressources, et ou en entreprise, et ou à la maison, et ou dans un tierce lieu. Je peux varier les rythmes. L'un va travailler 2-3 heures sur un sujet, et puis l'autre va travailler 10 heures. Je peux encore granuler encore plus finement. L'un va passer 10 minutes, et l'autre va passer 20 minutes. Bon. Je peux varier l'ordre des séquences. Vous allez me dire, c'est pareil que le cheminement, oui, c'est juste un niveau plus fin. Je peux varier le format. Alors cette grille derrière le mot format évoque plutôt, est-ce qu'on va travailler tout seul? Est-ce qu'on va travailler en sous-groupe? Est-ce qu'on va travailler en binôme, petit sous-groupe, ou plutôt en gros sous-groupe? Est-ce qu'on va travailler de façon collégiale avec le formateur? On va pouvoir varier les méthodes, actives, interrogatives, etc. Varier les moyens, alors numérique, papier, technologie, etc. Et on peut aussi varier les personnes ressources. Est-ce que dans nos équipes de formateurs, il peut y avoir des référents auxquels tel ou tel stagiaire va particulièrement trouver écho pour justement répondre à ses besoins et pour pouvoir améliorer ses besoins. Donc voilà quelques pistes introductives sur l'individualisation. En termes de posture, être attentive à la mélodie de chacun, ce qui veut dire parfois se rapprocher des uns, mettre en sourdine les uns exprès,
pour faire émerger les autres et avoir cette espèce d'aller-retour entre un zoom individuel et puis, vous voyez, cette écoute d'ensemble, ma foi, fort agréable dans le cadre de Mozart, mais très utile aussi en formation. Le groupe n'est pas nié, mais c'est un aller-retour entre le groupe et l'individu. Et ces composantes qui peuvent nous aider, nous formateurs, nous coordos, nous CFC, même si je ne suis pas les trois, mais nous collégialement, à optimiser, à améliorer de façon continue la formation pour qu'elle s'adapte la formation aux besoins des principaux bénéficiaires. Il a été décidé au mois de janvier 2016 d'ouvrir un pôle ressources au Greta GPI2D. Une première expérience a été menée au lycée Raspail. Donc un premier espace a été ouvert au lycée Raspail, dans lequel nous avons accueilli 185 stagiaires de la période de janvier à juin 2016. Et nous avons fait le choix d'une offre numérique en nous appuyant sur la plateforme iGreta, plateforme nationale, où les ressources auxquelles les stagiaires accèdent sont des ressources auto-formatives. Donc moi, quand je les accueille, je les accompagne pour utiliser ces ressources. L'expérience ayant été concluante, il a été décidé d'ouvrir un deuxième lieu sur le site d'Aubervilliers, ce qui nous permet d'accueillir les stagiaires de tout le Greta GPI2D qui le souhaitent. Donc avec un pôle clairement identifié nord-est et un pôle clairement identifié sud. Voilà. Combien de stagiaires à ce jour formés, Marie? Alors 185 donc, sur la première période, et de septembre à décembre de cette année, 225 stagiaires ont été reçus sur les deux sites. Un petit merci quand même à Émilie Crèche, parce que la mise en œuvre des pôles ressources du Greta GPI2D, on lui doit quand même quelques heures de travail. Juste deux choses par rapport à ça. Il y a à peu près 25 ans que je suis dans l'éducation nationale. J'ai souvenir que dès mon arrivée, je me suis retrouvé dans un groupe de travail où le thème était différence entre individualisation et personnalisation. Ça m'a rappelé des souvenirs. Nous avons besoin de formateurs, c'est une évidence. Et j'allais dire, le seul danger que je vois au pôle ressources, c'est le risque de l'externalisation. Il n'y a pas de différenciation sans formateur. Il faut que le formateur soit à l'initiative de cette différenciation. Et donc c'est d'abord dans vos salles de cours, c'est d'abord dans vos lieux de formation que ça se passe. Le pôle ressources, c'est un outil comme il y a d'autres outils. Il se montre très performant, on en est très satisfait, mais c'est d'abord un outil. La différenciation, c'est d'abord pour vous. Le deuxième élément qui a été évoqué, eh bien, ce sont, et c'est ce qui pour moi est le plus important, ce sont les adaptations liées au contexte dans lequel nous évoluons et à l'avenir qui se profile devant nous. Nous sommes sûrs de notre qualité. Nous sommes sûrs de votre qualité de formateur. Ce que nous vendons tous les jours, c'est la qualité de la formation éducation nationale. Ce que nous devons conserver, c'est cela, à travers des notions aussi simples que l'individualisation et l'innovation pédagogique, à travers la poursuite de l'investissement pour le maintien au top niveau de nos systèmes et de nos ateliers. Mais derrière ça, il nous faut être adaptable. C'est le premier signe d'intelligence. Être intelligent, c'est être capable de s'adapter. Eh bien, le Greta GPI2D va être intelligent grâce à ses formateurs qui vont pouvoir mettre en œuvre ce que nous sommes en train d'évoquer, cette différenciation, voire cette personnalisation. Là-dessus, j'aurais quelques deltas, mais on pourrait les évoquer, ce n'est plus le moment. Et faire en sorte que, eh bien, vous êtes formateur, il existe de la formation de formateurs, ça a été évoqué ce matin. Eh bien, les formateurs doivent se former pour évoluer, pour être toujours à la pointe de leur métier, à la fois sur les aspects techniques liés à leur spécialité, à la fois sur les aspects pédagogiques liés aux aspects innovants du métier et de la pédagogie.